Bonsoir et bienvenue à vous tous qui nous suivez à partir de YouTube, du site du Collège des Bernardins ou bien évidemment de la chaîne KTO que l'on remercie pour sa fidélité. Vous aussi soyez remerciés pour votre fidélité au cycle de l'Observatoire de la modernité sur le libéralisme politique. Un cycle évidemment très troublé par les vicissitudes du temps en matière sanitaire et tout ce qui s'ensuit. Et donc, une fois encore, pour la dernière fois de l'année, hélas, nous sommes à distance et nous devrons donc nous saluer, non sans quelques regrets, bien évidemment, à distance, comme nous avons mené ces derniers mois. Pour clore ce cycle qui embrassait assez large sur la question du libéralisme politique, de ses grands atouts et des dangers inhérents à cette forme de gouvernement, eh bien, nous avons choisi de revenir aux fondamentaux, aux grands fondamentaux, et de revenir donc à Tocqueville. Tocqueville, que la doxa présente, à juste titre d'ailleurs, comme un des grands penseurs du libéralisme, et tout particulièrement du libéralisme politique, se révèle un penseur pour quiconque se plonge tant dans sa biographie que dans ses écrits, un peu plus complexe que cela. Comme beaucoup le savent, il est issu d'un milieu ultra, donc un milieu qui ne brille pas par son libéralisme, dont l'ADN est plutôt la contre-révolution. Et on sait que c'est bien sûr l'expérience américaine, notamment, qui a marqué Tocqueville et qui en a fait un penseur d'ailleurs admiratif du libéralisme politique. Mais cet ADN contre-révolutionnaire, notamment, a permis à Tocqueville de voir tant les bienfaits de ce libéralisme politique qu'un certain nombre d'écueils. Et justement, dans la forme politique qu'est le libéralisme, eh bien, un certain nombre de réponses à des écueils plus larges de la démocratie. Sans aller jusqu'à faire une analyse moi-même de la pensée de Tocqueville, dont je suis, comme modeste historien, à bien des égards incapable, nous avons la grande joie ce soir d'accueillir deux intervenantes, dont la première est déjà bien connue du Collège des Bernardins, puisqu'il s'agit de Madame Chantal Delsol. Bonsoir Madame. Bonjour. Qui est membre de l'Académie des sciences morales et politiques, philosophe, dont je mentionne un de ses ouvrages, le tout dernier ouvrage, La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale. Chantal Delsol fait partie des philosophes que l'on a souvent qualifiés d'adeptes du libéralisme politique, et à cet égard, l'interroger, l'entendre en tout cas sur Tocqueville semble assez incontournable. À ses côtés, nous accueillons Elisabeth Geffroy, qui est une ancienne étudiante de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, également professeure de philosophie, philosophe même, auteur d'un opuscule récent sur Dorothy Day, l'activiste catholique américaine qui sort d'un oubli immérité. Donc bonsoir Elisabeth. Bonsoir Louis. Et c'est avec Elisabeth que nous commençons et je lui laisse donc la parole sans plus tarder. Je cite « Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est comme un étranger à la destinée de tous les autres. Ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas. Il les touche et ne les sent point. Il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul. Et s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. » Ces mots sont durs. Ils pourraient avoir été écrits par une plume contemporaine, tant ils décrivent certains travers de notre monde, mais ces lignes datent de 1830 et sont, vous l'aurez deviné, de Tocqueville. Ces deux lignes annoncent notamment deux problèmes majeurs que nous rencontrons aujourd'hui. D'une part, elles font bien sûr écho à l'individualisme, qui est un des traits saillants de nos sociétés. D'autre part, elles décrivent pour partie la crise politique que traversent nos démocraties. Une crise politique qui est aussi une crise du libéralisme, puisque celui-ci est l'idéologie
dans laquelle nos sociétés occidentales se sont pensées au cours du dernier siècle et qui est contestée d'une part par la montée de l'illibéralisme, point de départ de notre cycle de cette année, par les populismes, en tout cas ce qu'on appelle ainsi, par des modèles de pouvoir très verticaux ou centrés sur un seul homme, et contesté d'autre part par la tendance au rognage progressif des libertés individuelles dans des sociétés qui deviennent très préventives, très précautionneuses, qui encadrent, contrôlent et même enserrent la vie de tous les côtés possibles. Et au carrefour, au milieu de ce constat, de cette double crise, se dresse Tocqueville, qui d'une part a vu mieux que personne et plutôt avant les autres les limites de la pensée libérale, de la démocratie, les failles sociales qu'elle pouvait engendrer. Donc un Tocqueville qui n'est pas simplement un admirateur béat de la démocratie, au point qu'il dit ressentir face à elle, je cite, une terreur religieuse, là où d'autres penseurs de son temps, comme Guizot ou Constant, disaient ressentir plutôt une ferveur ou une satisfaction tranquille. Donc d'une part, ce Tocqueville critique, lucide, et d'autre part, et en même temps, Tocqueville qui peut s'apparenter à un auteur libéral, qui pense la politique dans les termes du libéralisme, qui défend la démocratie en tant que système juste pour l'individu, donc un Tocqueville qui est profondément démocrate. L'intérêt pour nous, dès lors de le suivre dans son raisonnement, c'est d'aller avec lui dans le fond du constat de certains dysfonctionnements, comprendre ce qui était pour lui de l'ordre de la prédiction et qui pour nous est devenu en grande partie de l'ordre de la description de notre réalité, pour ensuite examiner quelles solutions, quels remèdes il identifie qui seraient aptes à contrer les défauts tendanciels de la démocratie, et voir ainsi s'ils sont convaincants, pertinents pour aujourd'hui, s'ils nous permettent de nous faire les avocats du libéralisme. Dans un premier temps, on va donc voir que la démocratie contient en elle une pente tendancielle vers l'individualisme et que cet individualisme peut faire basculer la démocratie du côté d'une forme de despotisme, un despotisme doux mais un despotisme. Pour bien poser les termes, une première précision de vocabulaire. Par démocratie, Tocqueville entend non pas un régime politique qui organise les institutions de telle ou telle façon. La démocratie, pour lui, c'est d'abord un état social. C'est une société caractérisée par l'égalité des conditions et même plus exactement par l'égalisation des conditions, c'est-à-dire que c'est un mouvement dynamique qui suit son cours et qui va vers toujours plus d'égalité. Et c'est un état social qu'on peut presque qualifier de total dans la mesure où il imprègne toutes les dimensions de l'existence, il reconfigure les relations même privées, il touche le cœur de l'homme, sa façon de vivre, de penser, etc. Ceci étant posé, j'en reviens à l'individualisme. Tocqueville le décrit en ces termes, ou le définit d'ailleurs en ces termes. L'individualisme est un sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l'écart avec sa famille et ses amis. De telle sorte que, après s'être ainsi créé une petite société à son usage, il abandonne volontiers la grande société à elle-même. Donc pour Tocqueville, l'individualisme, c'est pas d'abord un défaut psychologique, c'est un jugement que pose l'individu par lequel il affirme son autosuffisance et qui ensuite se traduit dans le comportement par une dynamique d'isolement du reste de la société, de retranchement vers sa sphère privée, sur ses intérêts économiques, sur ses proches, sur son monde en somme, et donc une dynamique d'indifférence envers le reste du monde. Et une bonne façon de comprendre ce qu'est l'individualisme des sociétés démocratiques, c'est en comprenant la logique ou la structure sociale des sociétés aristocratiques, qui en sont le pendant. L'organisation de ces sociétés aristocratiques se repose sur des hommes qui sont structurellement liés les uns aux autres. Elle se caractérise par la distinction des rangs. Ce sont des sociétés très hiérarchisées et c'est la naissance, la famille qui détermine votre rang et donc votre place dans le monde. Et les familles des peuples aristocratiques s'inscrivent dans de longues lignées. Elles insèrent l'individu dans une temporalité longue qui le relie à ses aïeux qu'il connaît presque et qu'il respecte, et qui le relie aussi à ses arrière-petits-fils qu'il croit déjà apercevoir et qu'il aime, pour reprendre les termes de Tocqueville lui-même. Donc cet individu, cet homme plus exactement aristocratique, est déjà situé, enraciné, lié aux autres générations. Et de façon plus horizontale, il est lié à ses contemporains par les conventions sociales. Il est lié à l'homme placé au-dessus de lui, qui lui doit par exemple protection, et il est lié à l'homme placé en dessous de lui,
à qui il peut faire appel, qui lui verse tel impôt, etc. Donc cet homme aristocratique est un maillon pris dans une chaîne qui le dépasse et l'inclut à la fois, ce qui fait qu'il se sent proche des autres membres de la société, et cette proximité l'incite et l'éduque à s'oublier soi-même, à faire passer l'autre avant lui-même. Tocqueville écrit « L'aristocratie avait fait de tous les citoyens une longue chaîne qui remontait du paysan au roi. La démocratie brise la chaîne et met chaque anneau à part. » Donc la démocratie, elle, fonctionne de façon horizontale. Elle a abaissé les distinctions et rendu tout le monde égal et semblable, sans plus aucun lien. L'autre n'est plus un particulier auquel je suis lié, mais un semblable abstrait et, à ce titre, peu susceptible de susciter mon engagement ou mon sacrifice. Et dès lors, on voit bien que cet individualisme ne peut faire que du mal à la politique. La communauté politique, le peuple, ce sont des réalités politiques parce qu'elles forment un tout. Elles ont un principe d'unité, ce ne sont pas de simples masses, des foules éparses sur le modèle du 1 + 1 + 1. Or ici, chaque citoyen devenant une forme d'électron autonome, il y a une dislocation sociale. Et par cette dislocation sociale, l'individualisme fait le lit du despotisme. Il prépare son avènement. Tocqueville crée le concept, une sorte de monstre conceptuel, c'est-à-dire de concept qui devrait être oxymorique de despotisme démocratique. Et il a besoin de créer ce concept nouveau pour décrire le devenir tendanciel des sociétés démocratiques individualistes. Alors concrètement, comment se présente ce despotisme ? Il est lié, on vient de le dire, à l'indifférence des individus pour la grande société, et donc à l'indifférence pour la chose publique. Or, la nature ayant horreur du vide, si les citoyens se désintéressent peu à peu de la politique et désertent ce terrain, quelqu'un l'occupera pour eux, et ce quelqu'un ou ce quelque chose, c'est l'État central. Donc on se retrouve avec un schéma où on a plein d'individus épars, et juste au-dessus d'eux, un État. L'État se met alors à prendre de plus en plus de place. Il devient ce pouvoir immense et tutélaire que l'on mentionnait dans la citation inaugurale, qui cherche à fixer les hommes irrévocablement dans l'enfance, à les rendre dépendants de lui. Il essaye de tout gérer pour eux. Je cite à nouveau Tocqueville. « Il aime que les citoyens se réjouissent pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur, mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre. Il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ?» Donc si on rentre un peu plus en détail ensuite dans la forme que pourrait prendre ce type de pouvoir, Tocqueville explique que ce pouvoir despotique de l'État devra être doux. La démocratie transforme les hommes, elle adoucit les mœurs, et notamment elle va faire jouer, ou elle va permettre à un certain ressort de jouer à plein, c'est le ressort de la pitié. La pitié joue sur l'identification à un semblable. Or, en démocratie, chacun est l'égal de l'autre et donc son semblable. Donc le domaine de la pitié s'est considérablement étendu. Et les hommes supportent de plus en plus mal le spectacle de la violence qui soulève justement leur pitié. Donc peut se développer un pouvoir tyrannique qui ravit de plus en plus de liberté réelle, mais à la condition qu'il arrive à rester doux. Autre point que développe Tocqueville, cet État central devra préserver les apparences de la liberté, explique-t-il. C'est le rôle notamment de l'exercice du vote toutes les X années, qui peut rester formel, parce que si les hommes ont perdu l'habitude d'exercer leur libre arbitre dans les choses du quotidien, dans la conduite de leur vie, de leurs affaires, ils ne sauront pas tout d'un coup en faire usage, spécialement pour la vie publique lors des élections. Je cite à nouveau Tocqueville dans une citation qui, vous allez le voir, est assez dure. « Il est en effet difficile de concevoir comment des hommes qui ont entièrement renoncé à l'habitude de se diriger eux-mêmes pourraient réussir à bien choisir ceux qui doivent les conduire. Et l'on ne fera point croire qu'un gouvernement libéral, énergique et sage puisse jamais sortir des suffrages d'un peuple de serviteurs. » Autre caractéristique de ce pouvoir, l'État sera presque en tout cas assuré de se maintenir au pouvoir tant qu'il assure le confort matériel des citoyens. Alors pourquoi ? Parce que dans les sociétés démocratiques,
les hommes refusent de subir une influence. Ils sont tous semblables et égaux, capables de se gouverner selon les lumières de leurs propres raisons. Donc que pourrait m'apporter l'autre que je ne puisse déjà savoir par moi-même, que je ne puisse déjà m'apporter à moi-même? Et en refusant ce principe même d'une sorte d'aristocratie de l'esprit, en refusant de reconnaître des supériorités intellectuelles ou morales, ils ne peuvent pas réellement embrasser un idéal de vie reçu d'un autre ou une vision du monde construite par un autre qu'eux. Et le domaine des idées, de la pensée qu'ils devraient donc reconstruire pour eux-mêmes de toutes pièces, devient un monde flou, incertain. Et par contraste, le monde matériel, lui, apparaît comme stable, certain, rassurant. Donc les hommes se réfugient dans la passion du bien-être corporel et des biens matériels. Et donc tant que l'État assure ce confort et ces jouissances matérielles, il satisfait suffisamment les individus démocratiques pour ne pas soulever leur révolte. Donc in fine, on voit que dans ce type de société, l'égalité finit par l'emporter sur la liberté. L'égalité, dit Tocqueville, apporte à tous une multitude de petites jouissances. La liberté, elle apporte à certains seulement de sublimes plaisirs, mais de temps en temps et au prix d'efforts de sacrifice. En outre, la liberté, elle, tend à s'échapper sitôt qu'on ne la retient pas, ce qui n'est pas le cas de l'égalité. Donc quand le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », l'égalité et la liberté sont mises sur le même plan, mais en réalité, empiriquement, dans la dynamique démocratique, l'une tend à l'emporter sur l'autre. Donc l'égalité qui est bien sûr une chose juste, une bonne chose, qui est fondée sur la nature humaine que les hommes ont en partage, sur leur égale dignité humaine, se paie au prix fort de ces possibles dérives sociales et politiques. Une fois ce tableau dressé, on peut essayer ensuite de comprendre les causes, les prémices philosophiques. D'où vient que la démocratie est tendanciellement individualiste. Ici, je vais essayer de retracer très rapidement et à grands traits de grandes directions qu'a pu prendre la philosophie politique dans l'histoire des idées. La première pas chronologiquement, hein, mais la première ici dans cet exposé, le courant libéral qui est centré sur la notion d'individu, et la seconde, la tradition aristotélicienne qui, elle, est centrée sur le concept d'animal politique. Concernant le courant libéral, Tocqueville dit explicitement que l'individualisme naît de l'égalité. Et plus fondamentalement, en fait, il naît d'une anthropologie qui prend pour point de départ le concept d'individu. L'individu, c'est l'unité de base des sociétés démocratiques. L'individu, c'est un terme qui renvoie à un être qui, parce qu'il est homme, est titulaire de droits, dont on peut dresser la liste, des droits qui lui sont attachés indépendamment de sa fonction sociale et qui font de lui l'égal de tous les autres hommes. Et c'est donc cette prémisse qui fait de Tocqueville un penseur libéral. Concrètement, dans cette vision-là, l'homme est avant tout un être libre, indépendant, isolé, maître de lui-même, dont on saisit les traits principaux grâce à l'artifice de l'état de nature, et c'est un être pour qui autrui est au mieux neutralisé, au pire un rival ou même une menace. Dès lors, la question politique devient comment, à partir des milliers d'individus épars, créer une société unifiée, une communauté politique unie, sans risquer de porter atteinte à ses droits initiaux et à cette liberté individuelle. Et c'est donc à partir de ce problème-là que des Hobbes, des Locke, des Rousseau vont théoriser le contrat social, tenter de fonder la société sur des liens contractuels, et notamment sur les deux éléments, selon les penseurs, moralement neutres que sont le marché et le droit, qui sont censés relier les gens selon leurs intérêts convergents. Ça, c'est donc les grands traits de la vision libérale. Une autre tradition philosophique est celle qui remonte à Aristote notamment et qui fait de l'homme non pas d'abord un individu atomisé, mais un animal politique. Aristote nous dit que l'homme naît le plus démuni des animaux. Il a plein de capacités, plein de talents, mais il a besoin des autres pour les développer et pour apprendre. Et donc la survie de chacun passe par la complémentarité des activités, des talents des uns et des autres. Donc l'homme n'est pensable que comme un animal politique. Et c'est une tradition qui, à cet égard, peut rattacher Aristote autant à un saint Thomas d'Aquin qu'à un Marx. Donc, chez Aristote, la société n'est pas d'abord un problème, mais elle est un donné heureux à penser et à organiser de la façon la plus juste possible. Les activités sont vues comme organisées de façon pyramidale, orientées vers le sommet de la pyramide qui est le bien commun,
Ce bien commun qui consiste dans le bien vivre de la société, une justice et une amitié civique, une autarcie. Et ce bien commun surplombe et intègre tous les autres biens particuliers de la société. Donc, dans cette vision, l'unité d'un peuple se fait par le haut, par le but, par la cause finale de toute la société, qui est le bien commun, et qui est un vrai bien, c'est-à-dire qui a un contenu moral substantiel. Ce qui, là encore, différencie cette vision de la tradition libérale qui a voulu neutraliser la notion de bien et la sortir du champ politique. Parce que notamment à la suite du traumatisme qu'a constitué pour des penseurs occidentaux les guerres de religion, ils constatent que les hommes ont du mal à se mettre d'accord sur ce qu'ils considèrent leur vision du bien, et donc la recherche du bien risque d'être politiquement un sujet de querelle, pouvant mener dans le pire des cas à la guerre civile. D'où leur idée de fonder la politique sur des liens contractuels et sur un ensemble de procédures, et non sur la recherche d'un bien commun. Pour finir sur la vision antique d'Aristote, faire un petit sort à la notion de liberté, qu'on va récupérer un peu plus loin avec Tocqueville. La liberté n'est pas un droit individuel possédé par naissance pour Aristote, c'est le fruit d'une éducation, d'une conquête. Et elle n'a de réalité que dans l'espace public. Pourquoi ? Parce que la liberté doit devenir un fait démontrable. Elle peut et doit continuer, on pourrait rajouter, à habiter le cœur des hommes et avoir une réalité intérieure, mais elle doit surtout s'extérioriser, se montrer, prouver son existence. Donc la liberté antique, elle est de pair avec l'existence d'un espace public dans lequel on pouvait rencontrer d'autres hommes qui sont nos pairs, nos égaux, et ainsi donner devant eux une réalité à notre liberté grâce à la parole et à l'action, qui sont le propre des hommes libres. Les Grecs avaient la conviction que ces deux facultés de la parole et de l'action formaient un tout et étaient les choses les plus nobles chez l'homme. Et quand Homère veut donner une épithète à son héros Achille, il le qualifie de, je cite, « faiseur de grandes actions et diseur de grandes paroles ». Donc cette liberté antique requiert un monde politiquement organisé où chacun des hommes libres peut s'insérer par la parole et par l'action, un monde politique qui devient donc une scène pour la parole et pour l'action des hommes et qui fournit les conditions de possibilité de la liberté. Donc il y a une coïncidence entre le déploiement de la liberté et l'espace du politique, contre la vision libérale qui, elle, nous incline plutôt à croire que la liberté commence là où la politique finit, et que la liberté, c'est celle qu'on nous laisse pour exercer nos activités non politiques, donc économiques, privées, religieuses, éducatives, etc. Arrivé ici, on a vu donc que Tocqueville a discerné la pente possiblement individualiste et despotique de la démocratie, et il l'a expliqué en remontant à l'égalité souveraine qui caractérise l'élément de base des sociétés démocratiques, à savoir l'individu, et qui accouche d'une certaine vision de la politique, qui est apolitique ou antipolitique dans la mesure où c'est une liberté d'individu et pas de citoyen. Si bien que dans un troisième temps, il nous reste à identifier comment Tocqueville, enfin plutôt quels éléments Tocqueville a identifiés comme pouvant contrer cette pente et sauver en quelque sorte la démocratie d'elle-même. Il est possible pour Tocqueville de passer en quelque sorte de l'instinct de la démocratie à l'intelligence de la démocratie, pour reprendre une distinction de Pierre Manant, en la modérant, en faisant jouer l'art politique. Concrètement, le levier à utiliser, c'est l'exercice de la liberté politique via l'engagement. Concrètement, cet engagement se fait dans ce que Tocqueville appelle les associations, qui est un terme plus large que son acception ordinaire actuelle, et qui inclut tout ce par quoi les individus mettent en commun leur argent, leur temps, leur passion, pour réaliser tel ou tel objet de leur vœu. Donc il s'agit d'abord des associations politiques, qui pour Tocqueville jouent un rôle d'école, et ensuite des associations civiles, entreprises, syndicats, associations, communautés religieuses. Je vous cite une dernière fois Tocqueville. Il écrit « Les sentiments et les idées se renouvellent, le cœur ne s'agrandit et l'esprit humain ne se développe que par l'action réciproque des hommes les uns sur les autres. Cette action est presque nulle dans les pays démocratiques. Il faut donc l'y créer artificiellement. Et c'est ce que les associations seules peuvent faire. » Donc l'idée pour Tocqueville, c'est de multiplier les occasions d'agir ensemble pour que les individus se rendent compte qu'ils vivent en société, qu'ils ont besoin des uns des autres, qu'ils sont interdépendants et qu'ils voient que c'est là leur intérêt bien compris. Je sacrifie du temps, de l'argent, de l'énergie, mais au fond j'y gagne et tout le monde y gagne au passage.
Donc le rôle des institutions libres, notamment locales, c'est de rendre palpable ce lien social, de recomposer le tissu social qui a été éventuellement disloqué. Et ce faisant, les citoyens peuvent modérer la démocratie, c'est-à-dire en fait lutter contre ces défauts tendanciels. Et le ressort ultime qui rend possible cette modération, pour Tocqueville, c'est la religion. Parce que la religion va fournir des règles. Tocqueville explique qu'il y a un besoin d'un élément extérieur à la démocratie. La démocratie étant, comme on le disait tout à l'heure, une forme d'état social total, elle reconfigure toutes les dimensions de la vie. Donc on ne peut la dompter elle-même, plutôt la dompter contre elle-même, qu'en faisant appel à des événements qui lui sont extérieurs, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore touché et apprivoisé et fait rentrer totalement dans son paradigme. Et ce quelque chose d'extérieur, c'est la religion. Pourquoi ? Parce que, outre ses vertus associatives, une religion fédère une communauté de croyants, on le voit bien aujourd'hui, et outre sa propension heureuse à lutter contre la passion du bien-être matériel qui guette la démocratie, puisque la religion tourne les regards vers des idéaux, vers des réalités spirituelles, vers Dieu, la religion, en outre, assoit une morale. Et cette morale permet de prévenir les deux mauvais usages possibles de la liberté, l'usage par excès, je me crois tout permis, et contre cela, la religion donne une morale qui donne elle-même des limites, et un usage par défaut de la liberté, c'est le fait de trouver cette liberté intimidante et donc de se laisser paralyser par elle. Donc la démocratie a besoin de la religion et de la morale pour se modérer elle-même. Ceci étant dit, on peut se demander en conclusion où Tocqueville nous laisse-t-il une fois qu'on a dressé ce tableau-là. Un premier élément, c'est que la solution de Tocqueville passe par la liberté politique en acte. Or, ce passage d'une liberté formelle dans le cadre du despotisme doux à une liberté réelle s'opère dans l'espace public et par l'espace public. Donc en fait, on rejoint ici une vision aristotélicienne de la liberté. Donc une thèse qu'on pourrait défendre, c'est que Tocqueville est le penseur libéral qui, plus que les autres, a vu les failles du libéralisme et a pensé des solutions, donc le mieux placé pour le défendre, et que Tocqueville est en même temps celui qui ne parvient pas tout à fait à sauver, entre guillemets, le libéralisme politique et la liberté réelle, où il n'y parvient qu'au moment où la liberté se met à correspondre non plus tant à la définition libérale qu'à la définition antique aristotélicienne de la liberté, c'est-à-dire la liberté dans et par la politique et non pas contre elle. Et donc, on pourrait en conclure qu'on ne peut se faire l'avocat du libéralisme qu'au prix d'un détour par des concepts non libéraux, par une réalité qui n'est pas libérale. Et le deuxième élément qu'on peut retenir, qui est en fait le prolongement du premier, c'est que, plus ultimement encore, la liberté politique et la force associative ne jouent leur rôle que si elles peuvent prendre appui sur la morale. C'était le dernier point de notre exposé. Pierre Manant le résume très bien, je le cite, « La convention démocratique par elle-même strictement abstraite, et donc en ce sens strictement inhumaine, est continuellement humanisée par le compromis que la société démocratique doit passer avec les nécessités de la vie sociale, les contenus moraux hérités des époques pré-démocratiques, la spontanéité irrépressible de la nature humaine. » Donc, la démocratie, le libéralisme politique ne sont pas autosuffisants. Ils ont besoin du renfort, du concours de réalité extra-libérale, extra-démocratique. Et une conclusion qu'on peut s'appliquer à nous autres contemporains, c'est qu'il faut donc prendre un soin tout particulier de ces réalités morales au sens large, qu'il s'agisse de tout un tissu de principes moraux, qu'il s'agisse du sens de l'honneur aristocratique, de certaines vertus sociales de solidarité, la vision chrétienne du bien, de la charité, certains cadres culturels, même des ingrédients tels que le patriotisme, et de façon plus générale, tout ce qui relève de la logique du don. Mais il faut en prendre un soin tout particulier parce que ce sont elles qui, en modérant la démocratie, nous permettent de continuer à l'aimer, à la souhaiter ardemment et à la préférer à tout autre système. Et un tout dernier point, là-dessus, cette considération peut éveiller en nous un point de vigilance et presque de préoccupation, c'est que cette solution tocquevillienne, qui est une sorte de point d'équilibre, n'est pérenne que tant que la religion et la morale ont suffisamment de vivacité dans la société et de force d'éducation sur les individus. Mais une question naît si on se demande ce que devient la démocratie quand la religion et la morale perdent du terrain.
Or, et c'est un constat qu'on peut emprunter à Jean-Claude Michéa, le libéralisme tend à avaler en partie la religion et la décence commune qui forment une sorte de morale populaire. Et Michéa explique que le libéralisme a pu montrer ses effets les plus bénéfiques à ses débuts historiques dans des sociétés où il bénéficiait encore de l'effet de portance de ces éléments extérieurs et préexistants, qui sont autant de choses structurantes que le libéralisme, fondé sur le contractuel, ne peut pas reproduire lui-même, et que pourtant il tend à grignoter peu à peu, à dénaturer, voire à faire disparaître. Et ce mouvement est assez tragique parce qu'il laisse une sorte de grand vide où il n'existe plus que le marché, le droit, des liens purement contractuels, des procédures juridiques, des intérêts bien compris, mais cela fragilise grandement la solution qu'avait trouvée Tocqueville. Donc là, notre point de vigilance, c'est encore une fois de s'attacher à sauvegarder et à prendre soin de ces piliers non immédiatement démocratiques qui sont la condition de possibilité d'un libéralisme politique qui donne le meilleur de lui-même et qui arrive surtout à garder son point d'équilibre. Merci beaucoup. Alors, sans transition aucune, je laisse la parole à Mme Chantal Delsol. Merci. Bon, à la limite, il n'y a plus rien à dire, parce que c'est formidable ce que vous avez dit. Et, alors, on s'était entendus toutes les deux pour effectivement pas se répéter. Hein. Et donc, je propose d'appuyer sur 3 points précis, en sortant d'ailleurs un peu de Tocqueville. Ce qui me frappe beaucoup quand on pense à Tocqueville en ce moment, c'est à quel point nous avons perdu finalement l'idéal démocratique. Je voudrais appuyer sur ce point et revenir sur finalement quel est l'esprit de la démocratie. Qu'est-ce que c'est la démocratie? Finalement, on trouve la première définition, ou description si on veut, dans cette querelle, on peut dire, entre Platon et son élève Aristote. Vous savez, son élève. Dans la politique d'Aristote, il y a un chapitre, l'un des premiers chapitres d'ailleurs, qui s'appelle « Contre le communisme de Platon ». Alors, on a traduit par communisme, on pourrait traduire par communauté, le mot grec. Mais ça signifie qu'Aristote s'élève contre son maître, parce que Platon n'était pas un démocrate, la démocratie était à ses débuts. Platon pensait qu'une cité et une famille, c'était la même chose. C'est-à-dire que dans une famille, vous avez les parents, à l'époque c'était le père, mais peu importe, qui dirigent les enfants. Pourquoi? Parce que les parents sont matures et les enfants ne sont pas matures. Les enfants ne savent pas encore grand-chose ou ils ne savent rien. Il est normal que les parents les dirigent parce qu'ils sont naturellement supérieurs, en tout cas pour un temps. Eh bien, Platon disait, la cité, c'est comme une famille. Vous avez des dirigeants qui sont plus forts que les autres, plus compétents, plus intelligents, plus sages, tout ce que vous voudrez. Et il est normal que ceux-ci gouvernent le peuple, qui lui est moins compétent, moins sage, moins intelligent, etc. Et Aristote, beaucoup plus jeune, qui arrive comme un disciple, dit « mais non, une famille et une cité, c'est pas la même chose ». Parce que dans une famille, il y a des éléments supérieurs, ce sont les parents en l'occurrence, au moins pour un temps, tandis que dans une cité, il n'y a pas d'éléments supérieurs. Et il dit, s'il y avait un élément supérieur, à la limite, ça se saurait. Enfin, il ne dit pas ça comme ça, mais ça veut dire... moi, j'en vois pas. Je ne vois pas d'élément supérieur qui soit supérieur par nature au point que... il est normal, il est naturel qu'il dirige les autres. Ça n'existe pas, ce genre de choses. Tous les citoyens, au fond, sont égaux pour, d'une part, gouverner leur propre vie et, par extension, gouverner la cité. Ça veut dire quoi, gouverner leur propre vie? Je vais vous donner tout à l'heure un petit texte. Gouverner sa propre vie, ça veut dire chaque citoyen est capable de trouver un conjoint, de fabriquer des enfants avec ce conjoint, et puis de les éduquer, et puis de savoir dans quelle école on les met, et puis de savoir s'il veut tel métier ou tel autre, etc. Chaque citoyen en est capable, ou bien alors on va tomber dans une forme de despotisme à l'ancienne ou de totalitarisme moderne. Et si ce citoyen est capable de ça, de mener sa vie, mais des choses profondes, importantes, hein, c'est important de savoir si on va avoir des enfants ou pas, etc. Eh bien, s'il est capable de ça, il est capable aussi de diriger sa cité. Et au fond, la démocratie s'appuie là-dessus. Alors, j'apportais juste quelques lignes. Là. Je sors un peu de Tocqueville, mais
On avait convenu que moi je sortais un peu. J'ai rien trouvé de plus beau sur la démocratie. J'insiste parce que je trouve qu'en ce moment la démocratie est en train de s'en aller. J'ai rien trouvé de plus beau qu'un texte de Chesterton dans Orthodoxie, où il dit ceci, je cite, « Tel est le premier principe de la démocratie. 2 points. Les choses essentielles, parmi les hommes, sont celles qu'ils possèdent en commun, et non pas celles qu'ils possèdent séparément. » Ça peut paraître pour l'instant bizarre. Gouverner est un acte comparable à celui d'écrire des lettres d'amour, sans l'aide de personne, ou bien à se moucher le nez. Ces choses-là, nous voulons qu'un homme les fasse pour lui-même, même s'il les fait mal. La foi démocratique tient à ceci. Les choses les plus terriblement importantes doivent être confiées à des hommes ordinaires. Par exemple, l'accouplement des sexes, l'éducation des jeunes, les lois de l'État. C'est cela la démocratie. Alors, c'est très important, parce que, et je pense que nos contemporains pourraient y réfléchir. Ça signifie finalement, les choses essentielles sont celles que nous possédons en commun. À savoir quoi? Le bon sens, par exemple, qui, comme vous savez, est la chose du monde la mieux partagée, enfin du moins en principe. Et non pas la haute compétence de celui, j'en rajoute un peu, qui sort de l'ENA, vous voyez. Ça veut dire qu'au fond, la chose essentielle, c'est pas la grande intelligence, mais c'est le bon sens que tout le monde possède. Ça veut dire que dans la démocratie, tout le monde va être capable de savoir s'il préfère faire la guerre ou pactiser, par exemple. Et comme vous savez, dans l'histoire, on se rend bien compte que lorsqu'il y a eu des énormes fautes qui ont été commises, on peut le savoir après ça. Par exemple, choisir Hitler. C'était quand même quelque chose d'assez... une véritable faute. Maintenant, on peut le dire. Peut-être qu'à l'époque, c'était plus compliqué, mais... Est-ce que vous imaginez que, bien sûr, le peuple a choisi Hitler, comme on sait, il a voté. Mais est-ce que vous pensez que les élites, les gens très intelligents, les Heidegger et autres, ont dit « Ah non, non, jamais ça, pas du tout ». Ils se sont trompés comme les autres. D'ailleurs, il n'y a pas de quoi leur en vouloir. Des gens comme Carl Schmitt ou Heidegger se sont trompés comme le peuple. Il n'y a pas de raison de penser que devant des décisions importantes, voire parfois des décisions tragiques, pas de raison de penser que le peuple choisisse moins bien que ses élites. Pourquoi? Parce que la grande intelligence de l'élite, toute sa grande culture, ne sont pas des motifs suffisants pour faire des bons choix, pour savoir s'il faut faire la guerre ou pactiser, s'il faut choisir Hitler ou en choisir un autre. Vous voyez. Et c'est ça que veut dire Chesterton. Eh bien, la démocratie, c'est ça. Et je crois que Tocqueville avait très très bien, c'est d'ailleurs tout son talent, il avait compris ça en regardant une société plus qu'en regardant les institutions, même s'il a aussi travaillé sur les institutions. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on est en train de commencer à penser, et d'ailleurs ça commence avec les institutions européennes que vous connaissez, et puis ça continue en France aussi, de commencer à penser que si on a fait des grandes études, qu'on est très intelligent et très cultivé, on est meilleur pour gouverner. Ça, bon, il faut donner le pouvoir aux sachants, dit-on, etc. Or, la démocratie, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout. Alors, je voulais préciser ce point-là, et puis 2 autres points. Le deuxième point, les 3 points sont différents les uns des autres, mais je voulais simplement apporter quelques précisions au topo qui a été fait, qui est absolument sans faute. Donc, forcément, mon propos est un petit peu erratique. Alors, je voulais parler de la question du mouvement irrésistible. Comme vous l'avez bien dit, Tocqueville est issu de l'aristocratie, mais d'une grande famille normande, comme vous savez. Et au fond, il est complètement imprégné de cette culture aristocratique. Il est un jeune aristocrate. C'est tout à fait typique. Mais je ne suis pas sûre en fait qu'il soit démocrate. Je ne sais pas si, au fond de lui-même, je ne sais pas exactement ce qu'il pense, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a le sentiment d'avoir devant lui un destin. Vous avez tout à l'heure cité le début de cette phrase que j'ai apportée aussi, que je trouve tout à fait intéressante, qui est dans son introduction. Mon crayon qui est en train de se casser la figure, mais c'est pas grave, j'en ai pas besoin. Il dit ceci: le livre entier qu'on va lire, donc c'est La démocratie en Amérique,
a été écrit sous l'impression d'une sorte de terreur religieuse, vous avez commencé à citer tout à l'heure, produite dans l'âme de l'auteur par la vue de cette révolution irrésistible qui marche depuis tant de siècles à travers tous les obstacles. Autrement dit, il dit je suis carrément terrifié, et c'est une terreur religieuse, donc ça prouve qu'il pense qu'il se trouve devant quelque chose d'historiquement très fort, hein, et qu'il affole, mais qui, de toute façon, qui ne peut pas être contraint, vous voyez, qui de toute façon va se dérouler. Un peu, si on veut prendre des exemples dans la littérature, dans la philosophie, puisque nous sommes tous les trois un peu branchés là-dessus, un peu comme, si vous voulez, l'esprit de Hegel, hein, quelque chose comme ça, hein, quelque chose qui va et qui, il dit irrésistible, contre lequel véritablement on ne peut rien. Autrement dit, je suis peut-être un aristocrate, je pense que Tocqueville, enfin dit Tocqueville, il me semble que Tocqueville a quand même beaucoup d'admiration, même de fascination pour la culture aristocratique, mais c'est pas ça qui nous attend. Donc c'est pas la peine de rêver. Et d'ailleurs, je crois que d'une certaine manière, surtout dans ses carnets, il se tourne vers les gens de sa classe et il leur dit, mais ne rêvez pas, regardez plutôt les choses en face. Et finalement, c'est là que nous allons, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cette... là, je sors de Tocqueville. Pourquoi est-ce qu'il dit que c'est quelque chose qui avance depuis si longtemps? Eh bien, parce que la démocratie, vous savez où elle commence? Je parle de la démocratie moderne, hein, je ne parle pas de celle des Grecs. Mais enfin, elles ne sont pas si lointaines l'une de l'autre. La démocratie moderne, elle commence dans les monastères de Saint-Benoît, hein. Donc nous sommes au 6e, 7e siècle, où les moines votent. Et non seulement ils votent, parce que ça pourrait être un hasard qu'ils votent, mais ce n'est pas du tout ça, il y a toute une théorie du vote. Et les moines savent très bien d'ailleurs que le vote ne fait pas forcément la très très bonne décision. Ils ont pensé à ça, ils ont pensé d'ailleurs pratiquement à tout. Et puis après les monastères de Saint-Benoît, et probablement d'ailleurs à la suite c'était Léon Moulin qui était très calé là-dessus, vous avez les votes dans les villes italiennes du 11e, 12e siècle, hein, où on vote pour les édiles. Et puis ensuite, juste après, il y a un lien aussi entre les deux, vous avez la Grande Charte de 1215 en Angleterre. Donc la démocratie, c'est quelque chose de très ancien en Occident. Moi, je pense que c'est quelque chose qui vient directement de l'Évangile. L'égalité qui est donnée dans l'Évangile, il n'y a ni juif, ni non-juif, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. C'est pas quelque chose qui a réalisé tout de suite. Paul ne va pas faire une révolution, comme vous savez. Il dit à la femme, obéis à ton mari, et il dit à l'esclave, obéis à ton maître. Donc il ne cherche pas à faire des révolutions. Mais c'est une promesse. C'est une promesse, c'est la promesse évangélique qui est vouée à se concrétiser dans l'histoire. C'est en tout cas comme ça que je vois les choses. Et ce mouvement est irrésistible parce que c'est une promesse, c'est une belle promesse que l'Occident tente de réaliser dans l'histoire avec évidemment beaucoup de difficultés et d'erreurs. La preuve d'ailleurs, c'est que vous ne trouvez pas ça ailleurs, hein. Il faut bien que ça vienne de quelque chose de culturel. C'est pour ça que je pense que ça vient de l'Évangile directement. Vous ne voyez pas un mouvement irrésistible vers la démocratie dans n'importe quel autre continent ou culture. Alors, je voudrais préciser encore juste un autre point. Ah oui, alors je voudrais quand même dire à propos de la religion. Mais il y a une chose que je trouve un peu désagréable chez Tocqueville à propos de la religion, c'est que au fond, je pense que Tocqueville est machiavélique. Enfin, c'est au moins un machiavélien. Machiavélique, c'est un mot qui est très fort, ça veut dire cynique. Je ne dis pas qu'il est cynique, c'est un machiavélien. Et la religion, au fond, pour lui, c'est quelque chose d'utile.
Je dis ça parce qu'à un certain moment, il va jusqu'à dire que cette religion est utile si elle reste entre les mains de l'élite. Hein, vous voyez ce passage. Autrement dit, il faut que le peuple croie vraiment en lui. Donc ça, c'est du Machiavel jusqu'à Maurras, compris. Hein. C'est Maurras, un siècle après Tocqueville, qui dit, au fond, la religion, la foi religieuse, c'est super pour les trois catégories, qui sont les catégories d'imbéciles, c'est-à-dire les idiots, les enfants et les femmes. Il faut que ceux-là croient, mais l'élite, elle ne croit pas. Elle sait très bien que il faut pratiquer, mais pas croire. Ça, c'est une sottise de croire. Mais la religion est utile pour le peuple. Elle est utile pour, justement, ne pas être obligé constamment d'ériger des lois qui vous empêchent, voyez, de faire le mal. Alors, il y a ça chez Tocqueville. Moi, je voulais juste le remarquer. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça peut provoquer un débat, peut-être. Et le troisième point, juste sur lequel je voulais insister juste un tout petit peu, c'est ce paradoxe dont vous parliez. Et Louis Manarange nous avait dit que ce serait intéressant, effectivement, de parler de ce paradoxe. La démocratie a besoin de la religion, mais au fond, elle la détruit. Au fur et à mesure qu'elle avance, elle la détruit, hein, parce qu'elle est matérialiste, comme vous l'avez bien dit. Donc, elle utilise un capital ancien qu'elle aspire, qu'elle suce et qu'elle détruit. Alors, la question, c'est, quand ce capital ne sera plus là, qu'est-ce qu'on va devenir ? Alors, bien sûr, la question est là. Je ne prétends pas, évidemment, la résoudre, mais je voudrais juste insister sur le fait que ce paradoxe, que les Allemands appellent le paradoxe de Bokenford. Bokenford, c'est un professeur de droit constitutionnel qui travaillait sur les relations entre le politique et le religieux. Et il avait eu cette formule qui a fait fortune, je cite, « L'État libéral sécularisé vit de présupposés qu'il n'est pas lui-même en mesure de garantir ». C'est le paradoxe de Tocqueville. Et l'État moderne, évidemment, naît en s'affranchissant du religieux, mais en même temps, il a besoin de l'héritage religieux. Ce que je voulais simplement dire à ce propos, c'est que lorsqu'un nouveau paradigme apparaît, parce qu'au fond, la démocratie et le libéralisme, c'est un nouveau paradigme qui apparaît avec la saison révolutionnaire. Je ne dis pas la révolution, parce que la révolution, c'est quelques années, mais la saison révolutionnaire, mais qui commence évidemment avant la révolution. Donc c'est un nouveau paradigme. Mais quand un nouveau paradigme apparaît, eh bien, toujours, de façon systématique, il reprend des choses d'avant. Il n'y a pas de tabula rasa, ça n'existe pas. Souvenez-vous, les premiers chrétiens au IVe siècle, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'installent dans les temples païens, hein, le Panthéon de Rome, par exemple. Et puis, ils habillent les statues autrement. Vous voyez, ils leur donnent d'autres noms. Et ça, c'est absolument systématique et, je dirais, parfaitement normal. Hein. Et là, je pense que c'est ça qui se passe, au fond. C'est quelque chose qui était... C'est un phénomène qui était détesté par Peggy. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Peggy disait le moderne. Quand il disait le moderne, on a l'impression que c'est un grand M. C'était une sorte de monstre. Et il disait le moderne s'installe comme un coucou dans le nid des chrétiens. Et puis, d'une certaine manière, il le détruit. Il utilisait même cette image assez cocasse. Il disait, le moderne, c'est comme un clerc qui défroque et qui part en apportant les meubles. Vous voyez, ce genre de choses. Il disait ça. Je ne suis pas sûre, moi, que ça soit une trahison, comme le dit Peggy. Peggy parle de parasitisme. Je ne suis pas sûre que ce soit du parasitisme. Je crois que c'est simplement une manière de reformer un paradigme en récupérant des choses qui existent avant et en les réorganisant autrement. Et d'ailleurs, souvent en n'en parlant pas parce qu'on ne veut pas parler de ce qu'on a pris. On est toujours un peu ingrat. Hein. On veut toujours faire croire qu'on est dans la tabula rasa, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Moi, je parlerais plutôt d'un palimpseste que de parasitisme. Vous voyez, on réécrit sur ce qui est déjà écrit. Pourquoi ? Parce que de page blanche, on n'en a pas dans l'histoire. Ça n'existe pas. Donc, c'est simplement c'est le moment du changement de paradigme. Et c'est pour ça qu'on récupère la religion. Alors, est-ce qu'on en a besoin ?
Est-ce qu'on a besoin de cette religion-là? Moi, je ne suis pas sûre non plus. On pourra très bien, c'est ce qu'on d'ailleurs on est en train de faire, récupérer quelques sagesses asiatiques, reprendre des vieilles sagesses épicuriennes, c'est ce que certains sont en train de faire. Et puis, peut-être que ça pourrait nous suffire. Vous voyez, donc, disons que je serais moins dure là, à ce sujet. Je n'ai pas d'introduction, de conclusion, parce que c'était simplement quelques points. Je redonne la parole à Louis, en vous remerciant. Merci beaucoup.